Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Yo, Mister C, ça fait un petit moment qu'on s'est pas envoyé des vocaux sur un film. Bon, c'est ma faute, hein. J'avais beaucoup de boulot ces derniers temps, donc c'était compliqué pour moi d'aller au cinéma. Mais là, je sors tout juste de Résurrection de Bigan, et je pense qu'il faut absolument que tu ailles voir ce film. C'est toujours compliqué les réacts à chaud, et là, ça va l'être d'autant plus, parce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler un film monde. Ça part vraiment dans plein de pistes différentes. C'est un vrai film à tiroir. Donc voilà, je sors avec mon esprit critique qui est un petit peu anesthésié, embrumé. Mais voilà, le film est assez incroyable. C'est un voyage assez extraordinaire. Et en tant que ciné-chamaniste, il y a moyen que ça te parle. Salut Aurélien, écoute, je sors du film Résurrection de Bigan. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que ça a été une épreuve un peu quand même pour moi en tant que spectateur. Épreuve pour ma vessie déjà, parce que presque 3 heures, faut se les encaisser. Et puis après, j'ai un peu un problème avec ce genre de film qui choisit une sorte de métaphore sur le cinéma. Le cinéma, c'est le rêve. Pour ensuite un peu faire ce qu'il veut, nous balader. Et autant je répète souvent que je préfère les films qui partent de la mise en scène plutôt que du scénario, autant là sur 3 heures ça m'a manqué de pas avoir aussi de la matière narrative à se mettre sous la dent. Donc je sais pas encore quoi en penser, mais c'était dur quand même. C'était vraiment dur à voir, et j'ai pas vraiment eu d'émotion à part cette difficulté, cette anxiété presque de voir que le film ne se finissait pas. L'impression que ça m'a fait, c'est d'avoir assisté à une très très longue bande démo avec plein d'idées visuelles. Je pense qu'à chaque plan il y a une idée visuelle qui est soit un hommage à un film de la cinématographie mondiale, soit une innovation de mouvement de caméra ou de composition de plans. Et je pense que c'est un film que j'adorerais avoir en DVD pour revoir des bouts, pour parfois essayer de trouver l'inspiration ou comparer avec d'autres films. Je pense que c'est un film qui doit être super aussi à analyser, mais là tout de suite en termes de pure réception, ce que j'en ai retiré, c'est quand même plutôt l'impression d'un cinéaste qui passe son temps à flex et pas vraiment à vouloir nous faire ressentir une expérience en tant que spectateur. Peut-être que du coup il est trop présomptueux sur la capacité du spectateur à pouvoir décoder les symboles qu'il met dans son film. En tout cas, moi, cette grille d'analyse là purement référencée, souvent elle me tombe des yeux, et là c'est encore le cas, quoi. Donc je pense que je vais avoir un peu besoin de temps avant de pouvoir davantage en parler, mais c'est un petit peu mes premiers retours à chaud. Après, comme tu m'interpelles sur le terme ciné-chamanisme, bon, déjà moi je précise que je suis pas ciné-chaman et je suis pas ciné-chamaniste non plus. Je trouve en fait que c'est le genre de film où sur le papier ça pourrait clairement être ma came, et en fait il y a un petit décalage avec mes attentes, qui est que moi ce que j'adore, c'est quand la mise en scène, aussi extravagante soit-elle, est quand même un peu un support à une idée ou à un développement d'un thème, d'un propos. Et là en fait j'avais plutôt l'impression d'une incroyable machine qui tourne à vide, et comme en plus c'est une métaphore un peu récurrente dans le film du cinématographe, avec la bobine, avec l'écran, avec la lumière, moi j'ai juste l'impression d'un trou noir, quoi, d'un truc tellement dense qu'il ne fait que faire s'effondrer toute possibilité de sens sur lui-même, et que c'est quand même assez facile en fait de dire sous prétexte que je parle du cinéma, du coup maintenant je peux tout faire, et donc toutes mes idées visuelles qui seraient d'ailleurs incroyables dans des clips, dans des courts-métrages, je les mets toutes les unes au bout des autres, sans avoir à me questionner sur qu'est-ce que je choisis pour appuyer mon propos. Et je pense que c'est ça qui m'a manqué. J'aurais pu avoir une expérience intellectuelle assez riche, pas forcément besoin qu'on me raconte une histoire,
mais j'avais besoin que ce soit au moins concentré sur un propos, et là je l'ai pas en fait. J'ai juste l'impression d'une grande déclaration d'amour aux cinéphiles, comme doivent les adorer, je pense, les sélectionneurs de grands festivals dans le monde, mais qui pour moi n'est pas très intéressant en fait. Qu'est-ce que ça raconte du monde en 2025 de dire le cinéma c'est le rêve? Voilà. Au moins Babylone avait cet intérêt de nous raconter une période et de nous dire que cette période était passée et qu'on pouvait peut-être en avoir la nostalgie, mais qu'en tout cas il fallait passer à autre chose. Là j'ai plus l'impression d'une sorte de rite nécrophile où on nous dit non mais moi je veux continuer à vivre dans l'histoire du cinéma de ces 100 dernières années, quitte à ce que ce soit on va dire une sorte de drogue qui aurait raison de moi. Et je sais pas, je trouve ça un peu presque dégoûtant comme rapport au cinéma. On dirait vraiment quelqu'un d'enfermé dans sa chambre et qui est obsédé par un seul médium, un seul rapport au monde. Je ne dirais vraiment pas que c'est un film ciné-chamanique. Je pense que c'est un film sur l'histoire du cinéma et un film de cinéphiles qui prend comme prétexte le rêve pour ensuite pouvoir enfiler les tours de force de réalisation, qui en soi sont incroyables et en soi valent le visionnage, mais qui par accumulation donnent juste une impression de néant, quoi. Je me sens très nihiliste quand je sors de ce film. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo d'analyse de pas mal de films qui prenaient comme parti pris le rêve pour proposer des expérimentations visuelles et on va dire des scénarios ou des situations, des mises en scène qui pouvaient être un peu en décalage avec le genre réaliste qui est ultra dominant au cinéma aujourd'hui. Et donc, si les gens sont intéressés pour avoir d'autres exemples du rêve au cinéma, ils peuvent aller voir cette vidéo. Alors tu vois, quand j'essaie de repenser à l'histoire, entre guillemets, aux histoires, parce qu'il y a vraiment l'impression de 5 segments qui s'enchaînent, c'est le segment, je pense, l'avant-dernier avec la petite fille et l'histoire d'un escroc qui essaie de monter un tour de magie pour pouvoir arnaquer un riche, qui m'a le plus marqué parce que il y avait quand même le temps d'avoir une dynamique entre les personnages, un objectif commun, une caractérisation aussi de ce voyou et de cette petite fille, du vieux milliardaire qui fait cette espèce de concours pour prouver que finalement la magie existe. Et finalement c'est un des segments qui était le moins démonstratif en termes de mise en scène, qui, voilà, à quelques exceptions près, de composition, de jeu de miroir, aurait pu être un film, un long métrage assez classique, très prenant mais assez classique par ailleurs. Et je comprends pas trop en fait cette envie de vouloir faire plusieurs films en un pour nous raconter quoi en fait. Je vois pas du tout le rapport entre les différents segments. Alors ici il y a des rapports théoriques sur le cinéma comme illusion, le cinéma comme tour de magie originel, le cinéma comme arnaque, comme élément forain, j'en passe, c'est des meilleurs, mais il y a rien de nouveau sous le soleil, quoi. C'est des choses qui ont été dites, montrées par ailleurs, et donc voilà, ce qui me reste, ça va être finalement comme dans un recueil de nouvelles. J'en ai une que j'ai un peu plus aimée que d'autres, mais je me sens pas complètement emporté par le film dans sa globalité. Pour moi, à chaque fois que le film faisait une sorte de reboot avec une nouvelle temporalité, tout ce qu'on avait construit avec des personnages précédents s'effondrait, même si on est censé croire que c'est un peu en fil rouge l'histoire d'un rêvoleur, donc un voleur de rêve. Et bien moi, à chaque fois que je voyais un nouveau segment, je me disais c'est quoi la nouvelle histoire? Un film à sketch entre guillemets, un film à sketch de 3 heures, ça devrait trouver un autre sens peut-être, mais voilà, je trouve que la construction même du film elle est vraiment pas à son profit, et que quand tu dures 2h45, au final j'aurais préféré voir 2h45 d'une même histoire plutôt que 2h45 de plein de petites histoires mises bout à bout. Et donc je ressors quand même plus anesthésié, pour reprendre ton terme, que véritablement enthousiasmé. Bon, tu développes plein de trucs très intéressants et je sais pas si je vais réussir à répondre à tout, mais c'est bien que tu termines par la structure, parce que c'est un peu par là que je voulais commencer, et tu l'as bien dit, mais Résurrection est composé de 4 grands segments, 4 grands tableaux censés faire référence à différentes époques du cinéma, à différents genres plus ou moins définis.
Et ce qu'on peut déjà noter, c'est que Bigan choisit de les caractériser de manière distincte. Il va choisir des partis pris esthétiques et formels, notamment l'utilisation de la couleur, puisqu'il va y avoir des tonalités dominantes d'un segment à un autre. Donc je pense qu'on va y revenir, mais moi, c'est vrai que c'est la première chose qui me frappe dans ce film, c'est la mise en scène. Bon, d'après ce que j'ai compris, toi aussi, mais ce que tu lui reproches, c'est que ça se limite à ça. Mais je pense pas. Mais bon, je pense qu'on va le développer un peu plus loin. Ensuite, pour continuer sur la structure, en fait, ces 4 segments sont entourés d'un prologue et d'un épilogue dans lequel une femme suit un homme qui rêve. Tu l'as dit, qu'on appelle le rêvoleur. Ce qui nous est expliqué dès le début du film, c'est que on est dans un monde où la réalité a pris une place tellement surplombante que certaines personnes ont ressenti la nécessité d'aller se réfugier dans le rêve, et notamment dans l'histoire du cinéma. Et dès le début, moi, cette déambulation dans un labyrinthe mental, moi, ça m'a rappelé un petit peu le Holy Motors de Léos Carax, tu vois. En vrai, je comprends toutes tes interrogations, parce que je me suis posé la question moi aussi. C'est marrant parce que en rentrant du film, j'ai essayé de le résumer à ma femme. Je sais plus comment elle m'a dit ça, mais elle me dit, putain, vous êtes vraiment les petits cinéphiles que vous pensez être, hein. Allez vous branler la nouille sur un film chinois de 3 heures qui a pas de scénario, qui va raconter la divagation d'un homme à travers l'histoire du cinéma, nanani, nanana, je sais pas quoi. Et je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, c'est vrai, elle a pas tort. Est-ce que c'est pas quelque part ce qu'on attend de moi en tant que cinéphile, d'aller aimer, d'aller encenser un film comme ça, alors qu'en fin de compte, tu sors, bon, t'as capté que dalle à ce que ça raconte. Et tu l'as dit, ouais, c'est vrai que c'est un film qui doit être sympa à analyser. Ouais, complètement, c'est ça. Mais est-ce que j'ai pas passé l'âge, en fait, d'être fasciné par ce genre de film où tu comprends rien, mais pour justifier le fait que t'es aimé, tu vas devoir aller surinterpréter, analyser des séquences, des symboles, des machins, de je sais pas quoi, et parce que le bon goût a décidé que bon, bah, c'était un film qu'il fallait célébrer, donc tu vas le célébrer. Ouais, je me suis posé toutes ces questions, et honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas la réponse, parce que il y a une partie de moi qui est sortie et qui a adoré, et une autre partie qui a rien compris à ce que je regarde. Enfin, j'exagère, je caricature un petit peu, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas. En fin de compte, même moi, j'ai pas la réponse. Mais je crois qu'en fait, il y a pas besoin d'intellectualiser tant que ça tout ce qu'on voit. Je pense que c'est le danger, justement. Et contrairement à toi, je suis allé voir le film, j'en savais un petit peu, j'avais entendu quelques retours de Cannes. Je savais en fait dans quel genre de film je mettais les pieds. Donc là aussi, je me pose la question de quand j'y vais, est-ce que j'y vais déjà en m'étant conditionné, en m'étant dit, bon, ça va être tel genre de film, il va falloir que tu mettes ton cerveau en mode critique ciné, genre j'analyse chaque séquence, chaque machin. Mais je crois qu'en fait, même pas. Je pense que si tu regardes le film comme ça, je crois pas que tu l'apprécies. Moi, ce que j'ai apprécié dans le film, c'est que c'est vraiment un ride, c'est vraiment un voyage. Il y a quelque chose quand même de très sensoriel. Tu as parlé de recueil de nouvelles, mais plus qu'un recueil de nouvelles, moi je trouve que c'est davantage un recueil de poèmes en fait, ce film. Souvent on utilise le terme poétique un petit peu à mauvais escient. Il y a une belle image, il y a un plan assez contemplatif, on va dire, ça c'est poétique. Non, c'est pas cette idée. Il y a un poète que j'adore qui s'appelle Yves Bonnefoy. Bon, Yves Bonnefoy, quand je lis les planches courbes, pendant 10 pages, je comprends rien à ce qu'il me raconte. Parce que il va falloir que tu aies intégré toutes les références culturelles, machin, tout le réseau de symboles qui va t'aider à décrypter un métalangage. Ouais, il y a ça. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Et je pense qu'on pourrait partir dans un truc où on va commencer à analyser un petit peu tous les différents éléments. Ouais, c'est cool. Mais est-ce que on a besoin de ça pour apprécier un film ? Je pense que c'est très bien de le faire, hein. Je pense qu'on a besoin de personnes qui vont aller décrypter, tu vois, c'est vraiment ça, parce que ce film est quand même assez cryptique, parfois complètement hermétique, et parfois en fait pas du tout. J'ai eu beaucoup cette sensation sur l'intro, parce que l'introduction est assez métaphysique. Cette sensation
que j'ai eue au début, en fait, elle s'est vite dissipée pour finalement être devant un film que moi j'ai trouvé se suivait assez bien. J'ai pas tant souffert que ça. À un moment donné, les histoires se sont enchaînées et je les ai suivies avec un grand intérêt et surtout beaucoup de plaisir. J'irais même jusqu'à dire que j'ai pas trouvé le temps long, mais pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé que ça se terminait assez vite et j'en aurais même pris un petit peu plus derrière, tu vois. En fait, j'ai surtout eu peur sur le premier segment. Et pour pas te cacher, j'étais un peu fatigué. J'ai un petit peu piqué du nez. Bon, ouais, c'est un truc qui arrive souvent, hein, pour celles et ceux qui ont écouté l'épisode sur Mission Impossible. Ben ouais, ça m'arrive de piquer du nez devant les films. Et là, sur la première séquence, je t'avoue, j'ai commencé à décrocher. Donc, au moment où je me réveille au milieu du premier segment, je me dis merde, je comprends rien à ce qui se passe. En plus, on est dans le premier segment, c'est un petit peu une référence au polar très labyrinthique. Il y a un jeu, une opposition entre deux personnages principaux qui se poursuivent. On sait pas trop pourquoi. Et puis, mais par contre, la séquence finale de ce tableau, je l'ai trouvé magnifique avec ce jeu de miroir. Et puis bon, il y a un truc peut-être assez évident sur ces deux individualités qui se font face et au final qui sont qu'une seule personne. Bon, ouais, il y a un truc un peu branlette, mais en même temps, à chaque fois comme ça, il y a des images à travers la mise en scène, à travers certains tableaux que je trouve vraiment éblouissants. Et ça, moi, c'est ce qui me tient du début à la fin. C'est vraiment ce rapport à la mise en scène, aux images. Et en fait, je cherche pas à comprendre ou à analyser quoi que ce soit. Je me laisse porter par cette force-là, par ces images. Et il y en a que je trouve vraiment complètement fascinantes. Moi, le dernier segment, pour le coup, je crois que c'est mon préféré. D'ailleurs, un segment, il me semble, tourné en plan séquence. Alors, est-ce que c'est un seul et même plan séquence ou est-ce que c'est un plan séquence retravaillé? Mais je m'en fous. En fin de compte, je trouve que ça fonctionne hyper bien et c'est pas non plus un plan séquence tape à l'œil où on va y mettre, où il va se passer plein de trucs. Et l'idée, c'est d'être dans une surenchère technique. Non, c'est un plan séquence, mais moi, je me laisse porter par ce truc et je trouve la fin de ce dernier segment magnifique, quoi. Et tout au long de ce segment, je suis hypnotisé par ce qui se passe, par l'image, par les couleurs, par les mouvements de caméra, par tout ça. Mais est-ce que ça suffit? Ouais, pour moi, ouais. Après, je comprends que toi, ça puisse te laisser de côté. Mais moi, ça m'a complètement soufflé. Mais bon, peut-être qu'on va le développer un petit peu plus. Peut-être qu'on va essayer de rentrer dans l'analyse malgré tout ce que j'ai dit. Mais je pense que ça se limite pas à une démonstration de force formelle. Moi aussi, j'ai pensé du coup à Holy Motor de Carax et j'y ai pensé aussi parce que j'ai eu le même genre de rejet en voyant Holy Motor à son époque quand je vois Rédemption de Bigan. Alors rejet, c'est un peu fort parce que justement peut-être que Holy Motor, j'étais en mode mais qu'est-ce que je suis en train de voir, c'est quoi ce branlage de nouilles pour reprendre ton terme, enfin celui de ta femme. Mais là du coup devant Rédemption, c'est plutôt que je décroche en fait. Et je sais pas toi, mais en fait moi j'ai déjà du mal avec la poésie, enfin en termes littéraires. Souvent les gens ils vont trouver ça beau, ça va les émouvoir, et moi la poésie souvent ça ne me provoque aucune émotion, aucune sensation. Pourtant je pense pas que je suis sans émotion, hein. Au cinéma souvent je pleure, je ris, j'ai peur, donc je crois que c'est pas un problème d'émotion, mais c'est un problème presque de décodeur, quoi. Genre la poésie vient souvent me bloquer par un excès de sens. Souvent j'ai l'impression que c'est justement trop intellectuel, que parce que on veut faire des symboles, des images, il y a trop de sens, trop de signification, et que je ne peux pas me laisser aller à la sensation. Et je pense que les films qui sont un ride, ça va être plutôt des films qui installent des éléments assez minimalistes en termes d'histoire, pour que justement après ce qui soit de l'ordre de la sensation puisse être ressenti. Et on avait chroniqué Queer, qui est un film avec pas mal de séquences psychédéliques, pas mal d'embrouillamini sur la chronologie, sur qu'est-ce qui se passe avant, après. Mais j'étais beaucoup plus dedans et j'ai ressenti des vrais trucs, parce que je trouve que au début il y avait un effort un peu minimal pour nous poser un personnage, nous donner ses enjeux et nous dire voilà, si vous l'accompagnez, normalement vous devrez faire un sacré voyage. Et je pense que je préfère à la limite voir
du cinéma purement expérimental que cette espèce de objet dans la vallée de l'étrange où ça ressemble à un film narratif comme Rédemption de Bigan, et pourtant il n'y en a pas suffisamment les qualités pour que véritablement on puisse s'accrocher à l'histoire. Alors c'est aussi une question de durée. Moi j'ai fait quelques essais de films expérimentaux, mais en fait très vite je me dis ok, là ça fait 5 minutes que je joue avec ce concept, avec ces images, avec ces formes, avec ces sensations, mais ça ne va pas aller avancer beaucoup plus loin, donc voilà, j'arrête. Et ce que je reproche peut-être un peu aux Rédemptions de Bigan, c'est espèce de trop plein, ou se dire voilà, on va faire un film de 2h30, ça se trouve il y a des montages qu'on va découvrir après qui font 4h, 5h, et on va devoir s'extasier collectivement dans ce que tu appelles très bien un petit peu la tyrannie du bon goût, quoi. Cette espèce d'effet de mode de alors là c'est un film que vous allez devoir l'aimer. Et voilà, après moi je trouve que le film il est très plaisant, j'y repense un peu en me disant ok, il y a tellement de bonnes idées de visuels que oui, il est forcément dans mon top 10, mais j'ai l'impression que c'est quand même en gros parce qu'il y a certaines facilités que on peut accueillir ce spectacle là en le valorisant beaucoup. Je me demande aussi si on est capable de produire des films comme ça en France, et que il n'y a pas une forme d'exotisme en se disant ah tiens c'est un film chinois, donc si c'est incompréhensible, bah, c'est un peu normal parce que c'est un film chinois, c'est un peuple qu'on les comprend pas trop, donc une forme de racisme en fait, de préjugés. Donc alors là il y a beaucoup de bébés qui crient, peut-être je vais m'arrêter. Résurrection, Mister C, pas rédemption, ça fait 2 fois que tu le dis. Mais ça, je pense que ça révèle un peu comment tu vois le film. Je pense que de ton point de vue, le réalisateur a quelque chose à se faire pardonner. Oui, t'as raison, résurrection et pas rédemption. Je sais pas si je considère inconsciemment que le réalisateur a quelque chose à se faire pardonner. Peut-être résurrection, en tout cas, parce que je me suis senti mort, et du coup, j'ai besoin d'être remis à la vie, ressuscité, rappelé par les vivants, et notre conversation va nous aider. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on pourrait produire le même genre de film en France ? Je sais pas si on peut totalement s'extraire de tout contexte culturel, politique, industriel, mais on parlait de Holly Motors, et pour le coup, Léos Carax, il a réussi à faire produire son film dans l'industrie du cinéma français, donc j'ai envie de te dire que tout est possible. Et puis, bon, je pense à un film qui est sorti cette année qui s'appelle Reflet dans un diamant mort, de Catet et Forzani, et pour le coup, moi je trouve qu'on est complètement dans ce même genre de cinéma, voilà, qui s'extrait de toute ligne narrative classique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus décousu, un cinéma à tiroir comme ça, basé sur une grande expérimentation formelle. Et moi, ça me plaît d'avoir ces réalisatrices et réalisateurs qui arrivent à s'émanciper en fait de la tyrannie du scénario, puisqu'en France, le système de financement du cinéma repose sur le scénario. C'est le scénario qui est à la base de tout, et souvent ça vient un petit peu phagocyter l'essence même du cinéma en fait. Et ça me plaît de voir des réalisateurs qui arrivent à s'émanciper de cette vision un peu trop académique de comment faire un film et sur quoi doit reposer la structure même d'un film. Là, tu vois, il y a un autre exemple qui me vient en tête de cinéaste français qu'on peut mettre un petit peu sur cette même ligne. Je pense à quelqu'un comme Bertrand Mandico, par exemple. Moi, quand j'ai vu le début, en fait, j'ai pensé au Miroir de Tarkovsky. Et pour le coup, Tarkovsky, bon, c'est un réalisateur que j'ai aimé beaucoup dans ma construction de jeune cinéphile. Mais là encore, tu sais pas, c'est est-ce que tu aimes vraiment pour ce que tu as vu, ou est-ce que c'est par goût social, tu vois, que tu aimes ce film. Je crois qu'il y a quand même un peu de ça. Tu vois, t'es un jeune cinéphile en devenir. On t'a dit que le mec était un génie. Bon, écoute, t'es un peu soufflé par l'image. Tu te dis, écoute, c'est un génie, j'adore ce film. On est devant un film qui enchaîne les séquences. On retrouve cette idée de déambuler dans un espace mental. C'est presque comme un film qui serait un enchaînement de souvenirs. Ce sont des films qui, pour moi, défrichent des espaces, qui inventent des nouvelles formes. C'est un peu la sensation que j'avais aussi quand je vois Tree of Life à l'époque où ça sort. Tu sais, ce sont des films
qui ouvrent un petit peu des perspectives et qui te font dire si c'est possible d'aller expérimenter ce genre de choses au cinéma. Pour moi, Résurrection de Bigan, je le mets un petit peu dans ce genre de film. Mais tu vois, ça m'étonne que tu sois pas fan de Holly Motors, et ça me fait me poser la question de qu'est-ce que tu penses de Tarkovsky? Est-ce que c'est un réalisateur qui compte dans ta cinéphilie, ou est-ce que c'est pareil? Est-ce que t'es hermétique à son cinéma? Et il y a un cinéaste dont on n'a pas encore parlé, mais pour moi c'est un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est David Lynch. Alors là, je renvoie les auditeuristes à notre premier épisode qui était consacré à Lost Highway, parce qu'on a un petit peu parlé du cinéma de David Lynch, mais moi on peut clairement faire des ponts entre Résurrection et puis certains films de David Lynch, dans ce côté univers onirique, qu'on n'arrive pas à interpréter, un petit peu cryptique, et puis surtout en fait la relation méta au cinéma. Alors tu me poses la question, quel est mon rapport avec Andrei Tarkovsky? Moi, c'est un cinéaste qui m'a beaucoup marqué. Je pense que ça fait partie un peu des cinéastes et des films que j'ai pu voir autour de la vingtaine, où je me suis dit en fait il y a autre chose dans le cinéma que juste une histoire, et que justement on peut faire passer des sensations par des images, des sons, des ambiances. Et je me souviens notamment d'avoir vu Stalker à la Cinémathèque sur un petit écran. Il fallait demander le DVD pour pouvoir le voir, et d'avoir été quand même scotché sur la chaise très très inconfortable pendant les 2 heures du film. Et en plus avec cette première partie où c'est extrêmement difficile de voir distinctement ce qui se passe dans l'image, parce que les couleurs sont désaturées, enfin c'est très gris, et après il y a une explosion de couleurs dans la suite, mais au début c'est quand même assez dur. Mais justement, il y a une ambiance un peu de science-fiction où je me dis, ok, c'est un film poétique, par exemple Stalker, mais il y a un univers avec suffisamment de choses concrètes pour que je me dise, ce n'est pas que un trip dans la tête du personnage ou la tête du réalisateur, c'est aussi la description d'un univers un peu matériel, quoi. Et je pense que les films où le rêve est un peu le fil narratif, ça peut complètement me plaire, mais j'ai besoin, paradoxalement, de savoir où est la réalité. Et par exemple, si je pense à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui se passe quand même beaucoup dans la tête de Jim Carrey, qui est en train un peu de rêver au fur et à mesure que ses souvenirs sont effacés, il y a quand même ce retour à la réalité de la machine, la société qui propose d'effacer les rêves, etc. Et donc quand on est dans un délire pur, en fait finalement on se dit c'est un réarrangement d'éléments qui ont une forme de matérialité. J'aime aussi beaucoup par exemple Paprika, qui est un film qui se passe beaucoup dans l'enchaînement de scènes foutraques où on perd pied, on sait plus qui est le protagoniste, mais il y a quand même cette idée que quelque part des gens travaillent sur l'esprit d'une personne endormie. Et là, ce qui m'a manqué, c'est que finalement, la personne qui est censée traquer le révoleur et, on va dire, soit le convaincre de revenir chez les personnes éveillées, soit un petit peu écarter la personne pour qu'elle ne nuise pas à la société. Ce personnage-là n'était pas du tout développé, quoi. Donc on avait une très belle actrice chinoise qui faisait un peu potiche d'ailleurs, et qui se contente de passer d'un plan à l'autre au début, après elle installe la chambre photographique, et puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de connexion entre ce personnage-là et le personnage du révoleur. Et je pense, moi, quand je regarde ce genre de film, j'ai pas forcément besoin d'un scénario qui se tienne, j'ai pas forcément besoin d'une histoire cohérente, rationnelle. Je suis pas en train de dire il faut faire Inception où le rêve est expliqué de manière logique, mais j'ai besoin d'avoir une accroche émotionnelle, je pense, un minimum avec des personnages. Donc Stalker, il y a effectivement une intrigue très alambiquée, c'est très mystérieux, mais par contre le personnage du Stalker, il est là, quoi. Il est ancré, il a une physicalité, et cette poésie justement, elle vient de la matérialité du corps dans le paysage et de la possibilité un peu d'un souhait qui serait exaucé au cœur de la zone radioactive là de Stalker. Mais c'est en contrepoint de tous ces moments où
on est au bord d'une rivière, on est dans un champ, on est à côté de tanks qui ont été détruits par la guerre. Et voilà, il y a une matérialité auquel je m'accroche. Je me dis, ok, je traverse l'espace avec ces gens-là. Là, dans le film de Bigan, j'ai pas ça, quoi. J'ai juste un très long clip, quoi. Donc c'est incroyable. Mais par contre, j'arrive pas à dépasser juste la fascination du visuel. Et c'est aussi pour ça que je te parlais de Queer, de Guadagnino, qu'on avait tous les deux beaucoup aimé, où je trouvais que c'est un équilibre assez bien trouvé, quoi, entre les deux. Donc je sais pas si je réponds à ta question sur Tarkovsky, parce que je pourrais parler de chacun de ses films, comme je t'ai parlé de Stoker, mais oui, c'est un cinéaste qui a beaucoup compté. Après, aussi, peut-être que je cherche d'autres choses. Maintenant, je suis peut-être à une autre phase de ma vie, et peut-être que c'est un mouvement de balancier, que parfois, je vais avoir envie de beaucoup de mise en scène, et là, peut-être que je reviens vers une envie d'histoire, de narratif. Mais je pense que c'est pas totalement le cas. Je crois que c'est surtout que là, c'était un peu too much pour moi avec Bigan. Et encore une fois, c'est un film que je pense c'est très bon et qu'il faut aller voir au cinéma, et il faut en parler et tout ça. Mais ouais, je pense pas que ce soit non plus un monument. C'est peut-être un monument, mais du coup, je cherche la porte, quoi. Là, je trouve pas la porte pour y rentrer et pour partager le plaisir avec d'autres. Finalement, là, je parle moins d'une sorte de hiérarchie en disant ce film ou ce cinéaste est meilleur qu'un autre, que de conditions de partage de l'expérience. Comment moi, Thomas, je peux partager une expérience avec d'autres spectateurs, avec le cinéaste, avec des critiques, avec des gens qui vont analyser le film ou pas, ou ils vont juste en discuter. Et je trouve qu'il y a des films qui sont plus fermés que d'autres, et je trouve que ce film-là, il est très très fermé, et que la porte, elle est très difficile à trouver pour rentrer dedans. Et pour autant, il y a des films jugés difficiles dans lesquels je suis rentré dedans très facilement. J'ai pas de réponse très claire à te donner. Finalement, on ne fait que épaissir le mystère autour du film en parlant d'autres films. C'est très bien que tu parles de Tarkovsky, parce que j'avoue, c'est un nom que je me suis un peu répété en allant voir le film Résurrection de Bigan. Je me suis dit, je m'étais même préparé un peu à me dire, tiens, est-ce que c'est pas l'héritier de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky? Et en voyant le film petit à petit, j'ai un petit peu vite déchanté, et je me suis dit au fur et à mesure, non, peut-être plus que Andrei Tarkovsky, c'est peut-être l'héritier de Jodorowsky. Donc ça fait beaucoup de noms compliqués pour les gens qui peut-être ne les connaissent pas, mais en gros, Tarkovsky, c'est un cinéaste russe qui a beaucoup d'ailleurs fait des parallèles entre cinéma et poésie, et qui a fait des œuvres, c'est vrai, assez hermétiques, mais moi je trouve que devant un film de Tarkovsky, j'arrive à avoir cette espèce de voyage méditatif où je me laisse porter, je comprends pas toute l'histoire, mais je suis dans un monde un peu cotonneux qui est très agréable de contempler, de visiter, et pour le coup j'ai des émotions, j'ai des sensations, même si voilà je suis un peu perdu par ailleurs. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir une surcouche de compréhension intellectuelle, et peut-être que là où nos rapports diffèrent, c'est que toi tu vois que dans la poésie et dans le film de Bigan, il y a une surcouche de symboles, mais tu considères qu'il y a pas besoin de la maîtriser pour accéder à l'œuvre telle qu'elle est. Et moi, j'ai du mal à accéder à l'œuvre telle qu'elle est. J'ai beau essayer de me détendre, j'ai beau essayer d'être contemplatif, j'ai beau essayer d'arrêter de réfléchir au film que je suis en train de voir, j'ai juste l'impression que le film me crie: regarde ces symboles, regarde ces références, regarde tout ce que je sais, regarde comment je suis savant et que toi tu ne l'es pas. Et moi ça m'empêche de prendre plaisir, même si j'arrivais à dépasser le fait qu'il n'y ait pas d'histoire cohérente, juste qu'il y ait cette surcouche de symboles, ça m'empêche d'accéder à l'œuvre. Et c'est un peu la même sensation que j'ai devant des films d'Alejandro Jodorowsky. Donc Alejandro Jodorowsky, c'est un poète, c'est un scénariste de BD, et c'est aussi un cinéaste, et dans ses films, en fait, il fait vraiment beaucoup usage de symboles, et c'est un cinéaste qui, moi, m'a été introduit par un pote que j'ai rencontré un peu par hasard, et qui s'avère être un musicien, et qui tire les cartes du tarot, notamment, et qui est très intéressé par cette lecture symboliste du monde, et moi, je n'arrive pas du tout, en fait, à rentrer en résonance avec cette lecture symboliste, et quand j'écoute mon pote parler de symbolique, ou quand je vois les films de Jodorowsky, j'ai plutôt l'impression d'un délire intellectuel. C'est-à-dire, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui passe beaucoup par le cerveau, par l'intellect,
pour décoder le monde et pas du tout par les affects et par les émotions et par les sensations. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment des trucs pour se branler la nouille. Après, j'arrive pas à accéder à ces choses-là, mais ça veut pas dire qu'elles ont pas de valeur. Je pense que c'est super. C'est juste que moi, je suis pas sensible, je suis pas réceptif à ça. Je pense que je suis un peu un télo quand même sur les bords, mais ça c'est ma limite quoi. Genre quand c'est symbolique, je décroche. Je n'arrive pas du tout à... C'est presque un fuck en fait qui m'est fait par les personnes qui font ces œuvres-là. Alors c'est pas intentionnel, hein, je sais très bien que... Mais j'ai l'impression qu'on me dit il y a un sens caché et ton travail est de le décoder, de le décrypter. On est dans l'herméneutique quoi, c'est-à-dire il y a très très longtemps un savoir perdu a été crypté et aujourd'hui grâce au symbole nous allons pouvoir le retrouver. Enfin voilà, je trouve ça un délire d'alchimiste en fait qui moi me plaît pas du tout. Je pense que c'est un peu une forme d'arnaque quoi, de dire ça va être tellement compliqué que il va falloir beaucoup de temps pour comprendre, beaucoup d'investissement. C'est un peu ce qu'on appelle un pyramid scheme, c'est-à-dire t'es toujours un peu l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Donc nous les critiques dans ce pyramid scheme qui est un film aussi confus que Résurrection de Bigan, on est en mode ah mais si on vous assure on connaît le sens, on connaît la vérité. Enfin on pourrait jouer à ça et c'est ce que tu dis très bien. Il faut pas faire ça. Il faut pas du coup tomber dans la suranalyse. Parce que à ce moment-là, on devient juste un peu des passeurs en disant regardez si vous suivez les 10 programmes les 10 étapes de notre programme de notre secte, vous allez pouvoir vous aussi expliquer le sens de Bigan et de résurrection à d'autres néophytes un jour. Et je pense que cette espèce de relation assez toxique qu'il peut y avoir entre cinéphilie et œuvre imbitable, il faut se le dire, elle profite à personne parce que du coup les gens qui se sentent un peu extérieurs ils disent non mais arrêtez votre délire, c'est n'importe quoi, et les cinéphiles ou les critiques de cinéma ils se sont plus pétés quand ils arrivent à parler et à analyser ce genre d'œuvre, et les cinéastes peuvent surfer là-dessus en disant bah regardez il y a du monde qui parle de nous, voilà. En fait je trouve que c'est une machine à faire parler du film alors que le film n'a rien à dire. Le film n'a rien à dire autre que j'ai plein de symboles, j'ai plein de références. Ce qui m'amène en plus à une troisième association. Donc j'ai dit au début j'y allais avec l'idée que c'était peut-être l'héritier de Tarkovsky, donc cinéaste contemplatif russe sur la poésie du moment. Et puis je me suis dit eh non, peut-être c'est l'héritier de Jodorowsky, cinéaste chilien beaucoup plus porté sur le symbole. Et j'en viens à mon troisième hypothèse en te parlant, qui est et si c'était l'évolution Pokémon, Bigan serait l'évolution Pokémon, tiens-toi prêt, de Tarantino. Tarantino qui, depuis longtemps, ne fait plus des films par rapport au réel, mais fait des films par rapport aux films. Il fait des films par rapport aux films qui l'ont marqué, par rapport aux scènes de cinéma qu'il estime devoir rentrer dans le panthéon à toute éternité du cinéma. Et du coup il fait beaucoup d'emprunts, c'est-à-dire qu'on est au-delà du symbole, on est carrément sur cette idée je l'ai bien aimée, donc je la mets dans mon film. Et je trouve que Bigan le fait beaucoup quand même. Donc Bigan fait beaucoup de choses originales, fait beaucoup de choses visuelles incroyables, mais ça aussi c'est ce qu'on croyait devant les premiers films de Tarantino, jusqu'à ce qu'on lui dise plan par plan mais ça c'est dans tel film, ça c'est dans tel autre, etc. Et qu'au début ils disent non c'est moi qui ai inventé, puis au final il est retourné un peu son propos en disant oui c'est vrai j'ai emprunté tout un tas de trucs à d'autres films. Et c'est ok. C'est juste que si déjà moi je suis pas réceptif à la grille d'analyse symboliste quoi, mais c'est même pas une grille d'analyse en fait, c'est le discours du cinéaste par les images et les sons et les mots qu'il me montre, parce qu'il y a quand même du texte à la fois écrit et entendu. Ce langage-là est symbolique et du coup moi je le trouve pas généreux quoi. C'est-à-dire que c'est très généreux d'un point de vue de mise en scène et d'inventivité, mais c'est pas généreux dans la relation de communication qu'il essaye d'avoir avec son spectateur. On dirait qu'il pourrait parler tout seul, en fait, Bigan. Et je trouve que ça le rend pas très sympathique, ça le met dans une case qui est effectivement peut-être celle de Léos Carax, celle de Tarantino et d'autres. David Lynch, d'une certaine manière aussi, il peut avoir ce côté-là. Mais David Lynch, il a toujours quand même le talent pour faire ressentir des émotions extrêmement dérangeantes. Et donc, du coup, on ressort de ces films en disant « Ok, j'ai rien compris, mais j'ai ressenti des trucs. » Et là, je pourrais pas dire « J'ai ressenti des trucs ». Là, je ressors de la salle en me disant « Waouh, c'était super compliqué. Le mec est très intelligent, le mec est très fort.
mais il m'a pas vraiment parlé. Il a fait un monologue. Alors je t'avoue que Tarantino, je l'avais pas vu arriver dans le bordel. Et après l'épisode sur Nouvelle Vague, je vais finir par croire qu'il t'obsède, ce petit faquin. Bigan, est-il un faquin comme Tarantino? Non, vraiment pas. Non, je pense que Bigan, c'est super. Je pense que Résurrection, c'est quand même un très très bon film. C'est un très beau morceau de cinéma que j'invite tout le monde à aller voir et à partager. Je me demande si cette espèce de générosité qu'il a dans la mise en scène, il pourrait pas la mettre au service aussi d'une histoire un tout petit peu plus claire, pour que voilà, les deux du fond qui ont pas forcément fait la fac de cinéma, ils puissent participer à la fête. Et en ça, je pense que c'est pas du tout la même démarche que Tarantino, puisque Tarantino il va chercher au contraire la pop culture, la référence un peu aussi bas du front pour flatter son spectateur, puis l'usage de la violence, voilà, de dire je pense qu'il y a un usage de la violence complètement différent dans le film de Bigan que dans les films de Tarantino. J'ai pas vu d'autres films de Bigan, mais je pense qu'il a pas ce même rapport voyeur à la violence que Tarantino. Donc non, c'était un peu pour troller que je disais et si c'était l'héritier de Tarantino. Et je précise que c'est très bien d'aimer les films de Tarantino. Je veux shamer personne. Il y a d'ailleurs des films de Tarantino que j'aime beaucoup moi-même. Non, là je veux absolument pas faire encore une fois de hiérarchie entre les arts et entre les artistes et entre les œuvres et entre les cinéastes qui font ces œuvres. C'est juste que il y a parfois des intentions qui sont proches et puis parfois il y a des résultats qui sont très différents. C'est juste que je vois un peu le même genre de délire, quoi. Je me dis, il y a peut-être un danger à la cinéphilie qui est de se refermer sur elle-même et que le cinéma cesse d'être un médium pour finalement mettre en lien des choses du monde avec la culture, et que ça devient juste on met en lien des œuvres avec d'autres œuvres, quoi. Et moi, j'avais écrit un petit texte à la sortie de Once Upon in Hollywood en disant que Tarantino avait fait une overdose de méta, comme si voilà le méta textuel, l'ultra référencé, c'était un peu la nouvelle drogue de notre pop culture à nous. Et je me suis un peu dit la même chose devant Résurrection de Bigan. Juste la drogue est pas du tout de la même qualité, quoi. C'est-à-dire qu'avec Tarantino, on a la cocaïne qui tape, et avec Résurrection de Bigan, on a plutôt une forme d'absinthe, voilà, quelque chose d'assez fruité et qui certes est interdit et apporte des visions de délire, mais qui est quand même une pratique hautement qualifiée que seuls les esthètes peuvent apprécier à sa juste valeur. Voilà, donc c'est un petit peu le parallèle que je pourrais faire, c'est-à-dire que c'est le même genre de démarche, mais après c'est pas le même produit à la sortie. Donc voilà, s'il y a des fans de Bigan qui nous écoutent, et j'en suis sûr ils sont très nombreux, qu'ils ne soient pas outrés par ma comparaison avec Tarantino. Ce n'est que pour essayer de mieux comprendre le logiciel, la démarche artistique, les intentions de faire ce genre de rapprochement. Mais je dis pas qu'ils sont identiques. Mais non, Mr. C, c'est pas l'absinthe, c'est l'opium. Ça va beaucoup plus avec l'ambiance langoureuse, vaporeuse, faite de visions hypnotiques. D'ailleurs, l'opium, il en est question dans le prologue, je crois. C'est l'idée sur laquelle ça va être le moyen d'entrer dans ce monde du rêve. Ouais, pour moi, s'il y a une drogue qu'on pourrait associer à Résurrection et à Bigan, c'est l'opium. Mais c'est marrant que tu parles de overdose de méta, parce que dans le film, le personnage du révoleur, il est caractérisé comme un junkie un petit peu. Enfin, c'est un personnage cauchemardesque, complètement consumé par la fiction. Cette vision, moi, elle m'a pas mal questionné, puisqu'on aurait pu s'attendre un petit peu à l'inverse, venant d'un cinéaste cinéphile. On s'attend plutôt à l'idée selon laquelle la fiction, le cinéma va permettre d'élever. Là, on est dans quelque chose de totalement opposé, où en fait
le monde des rêves, cet imaginaire collectif, cet espace mental se révèle finalement une prison mentale, tu vois, enfin, un lieu qui va vraiment consumer ce personnage-là. C'est pour ça que moi, dans cette vision, j'y vois peut-être un regard un peu plus politique qu'il y paraît au premier abord. Alors, c'est peut-être moi qui surinterprète. On est quand même dans une époque dans laquelle la fiction a pris de plus en plus de place. On est constamment en train de questionner notre rapport à la nature profonde des images auxquelles on est confronté, notre rapport à la réalité, notre rapport à l'imaginaire, à la fiction. Puis je voulais revenir également sur ce que tu disais à propos du manque de connexion entre le personnage féminin et le révoleur. Tous les segments ont un rapport à l'altérité. Pour moi, il y a un rappel vraiment évident à cette relation. Tous les segments sont construits autour d'un duo. Donc pour moi, la relation, elle est quand même creusée tout au long du film. Mais je pense que le problème, c'est surtout le changement de comédien. En fait, peut-être que ça a cet effet sur toi où ça va te perdre dans l'identification au personnage. Mais au final, pour moi, on retrouve en fait ce même duo tout au long du film, mais dans des incarnations différentes. Bah justement, je trouve qu'en essayant de trouver des parallèles entre les personnages, alors qu'il y en a presque pas, on tombe un petit peu dans la surinterprétation et on se fait malgré nous un petit peu les porte-paroles de cette pyramide de Ponzi que je décrivais tout à l'heure en disant voilà, des cinéphiles prétendent avoir capté le sens du film. Alors peut-être toi tu l'as ressenti comme ça. Moi, je vois pas du tout le rapport entre des personnages qui dans le premier segment sont un détective et un criminel. Ensuite, tu vas voir quoi, un voleur et une petite fille, une vampire et un malfrat, et j'en oublie. Ah oui, il y a le segment avec le moine, l'ancien moine. Donc un ancien moine et un démon, voilà. Non, pour moi, il y a aucun lien. Je pense que juste il avait des envies de film et plutôt que de faire à chaque fois un long métrage, il en a fait des courts qu'il a collés les uns aux autres et ça l'arrange bien que on soit d'accord sur le principe de voyager de rêve en rêve. C'est une pratique comme excuse. À la limite, je dirais que dans le premier segment, enfin le prologue, la jeune femme, elle est plutôt l'incarnation de la démarche du cinéaste, puisqu'elle a l'appareil cinématographique, c'est elle qui manipule la pellicule. On l'introduit comme étant la personne qui reste après que le public soit parti et qui regarde face caméra dans l'objectif, donc elle nous regarde nous, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite elle prend une photo. Oui, donc pour moi c'est plutôt un regard, cette jeune femme, que véritablement un personnage qu'on va ensuite retrouver sous une des formes que j'ai décrites précédemment. Donc non, je pense que ce qui aurait été un autre choix, c'est de se dire à chaque fois il y a une traque, en fait, comme dans le premier segment. À chaque fois, il y a quelqu'un qui essaye de retrouver un personnage, ou qui enquête, ou qui le poursuit. Et là, oui, on aurait pu peut-être faire une correspondance malgré le changement d'acteur. Mais c'est pas le cas, en fait. À part le premier segment, il y a pas cette histoire de poursuite. Alors oui, je te rejoins totalement. Le personnage de la femme, il renvoie directement à la position du cinéaste. C'est vrai que on va être obligé de rentrer dans une forme d'interprétation pour créer du lien entre tous les segments. En fait, je vois cette déambulation à travers l'histoire du cinéma comme une forme de parcours initiatique. D'ailleurs, il y a une allusion à L'arroseur arrosé, qui est l'un des premiers courts-métrages de l'histoire du cinéma. Ce film va revenir à la fin dans le dernier segment. Donc oui, pour moi, il y a cette idée d'une progression, parce qu'on a cette idée que chaque période va représenter une étape dans ce parcours initiatique. Le personnage va atteindre à chaque fois un nouveau stade d'éveil presque, finalement, jusqu'à atteindre quelque part une forme d'illumination. Et pour moi, le premier segment, alors je suis pas suffisamment sachant, c'est pas un décryptage purement éclairé, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai réceptionné. Mais pour moi, le premier segment, dans cette relation au double, à travers ce jeu de miroir, il y a comme ça cette idée d'aller tuer son double égotique. Pour le deuxième segment, qui a
beaucoup plus attrait en fait au conte philosophique. Là, avec cette idée de l'amertume qui revient, j'ai la sensation d'une forme d'expiation où on va avoir le personnage qui fait face à une faute passée qui refait surface. Et le troisième segment, t'en as bien parlé, et je pense d'ailleurs c'est le segment dont le sens est le plus évident, parce qu'il y a vraiment une narration beaucoup plus classique. C'est un segment qui finalement, à travers cette analogie autour de l'arnaque et du tour de magie, vient parler des origines du cinéma. Dans le prologue, il y a beaucoup d'effets visuels pratiques qui m'ont rappelé, je sais pas trop pourquoi, mais le cinéma de Georges Méliès. Ben là, je retrouvais vraiment des correspondances dans cette idée de la création de l'illusion, les dessous en fait du magicien qui explique son tour. Il y a également en fait l'idée d'un passage de témoin, en fait d'une transmission de comment fabriquer cette illusion. Et même dans la résolution de ce segment, on t'a expliqué tout au long du court-métrage comment les deux personnages allaient monter leur coup, comment ils allaient fabriquer leur triche, et pourtant dans la résolution, il se passe quelque chose de magique. Enfin, t'as l'impression que finalement la magie opère malgré tout ce qu'on t'a expliqué. Et finalement, le cinéma, c'est ça. Tu sais que tu assistes à quelque chose de faux, de factice, et pourtant la magie opère malgré tout. Dans le dernier segment, il y a vraiment quelque chose qui me fascine dans la manière dont Bigan arrive à allier la forme cinématographique avec le fond de son récit. Tu l'as dit, on est en présence d'un personnage de vampire coincé dans les limbes d'un film qui peut pas prendre fin. Et quoi de mieux que le plan séquence pour illustrer cette idée ? En fait, pour ce personnage, la coupe, ça signifie la mort. Et comme il s'agit d'un perso qui ne peut pas mourir, le plan se termine jamais. Pour moi, tu vois, ça, c'est vraiment l'idée de la poésie. J'ai pas besoin d'expliciter vraiment ce que ça veut dire. À ce moment-là, c'est même plus que la forme est alliée au fond. C'est la forme, c'est le fond. Moi, ce qui me frappe beaucoup chez Bigan, c'est sa manière de concevoir les espaces et de construire des décors de cinéma très oniriques. On se déplace dans un espèce de dédale de rue malfamée, comme à travers un cauchemar feutré. Et on passe d'extérieur glauque à des intérieurs, désaffectés. Et toute cette séquence me fascine beaucoup. À un moment donné, on entre dans un hangar, puis il y a un envol de chauve-souris. Voilà, je trouve qu'à ce moment-là, on touche un peu la grâce dans la mise en scène. Effectivement, on peut rentrer dans une forme d'analyse ou de décryptage, mais pour moi, en fait, l'image poétique, elle suffit dans ce qu'elle vient projeter comme idée. Et la fin de ce segment, je la trouve aussi très belle, puisque on sent la coupe du plan qui va arriver, et on sait ce que ça signifie à ce moment-là pour les personnages. Et si tu te souviens bien, on passe de tons très rouges qui dominaient tout au long de la séquence à des tons bleutés. Et là, pour moi, il y a dans cette fin l'idée d'un cycle ou alors d'une boucle, puisque le bleu, c'était la couleur qui dominait dans le premier segment. Donc, je sais pas, quelque part, il y a cette idée du parcours initiatique qui s'achève. Donc, on arrive à l'épilogue et on retrouve ce personnage féminin qui maquille le personnage de Révoleur. Elle est en train de lui enfiler un masque, ce masque de personnage consumé qu'elle va se mettre à coudre et puis ensuite à maquiller. Donc à ce moment-là, c'est elle qui construit l'illusion. Donc ça revient bien à ce que tu disais, elle est l'incarnation du regard du réal. Et cette déambulation, cette suite de réincarnation, c'est une forme d'apprentissage. Tu parles de magie et du dernier plan séquence qui est effectivement très impressionnant, et moi ça m'aide aussi peut-être à préciser un petit peu ma pensée. Je pense que au cinéma je suis plus sensible à la magie qu'à la poésie, et dans ce dernier segment avec ce plan séquence, je suis extrêmement sensible au passage où la caméra va se poser et on va avoir un temps accéléré, un time-lapse où on va avoir la foule qui va monter un écran à l'extérieur de la maison où la caméra est posée, et sur cet écran on va avoir le film des Frères Lumière dont tu parles,
l'arroseur arrosé, mais qui lui va se dérouler en vitesse normale. Et du coup, on va avoir 2 vitesses dans le même plan, l'arroseur arrosé en vitesse normale et le reste du plan qui va être en vitesse accélérée. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression d'accéder à un tour de magie sans qu'il y ait besoin en fait de symbolisme ou d'une grille de lecture métapoétique pour accéder à la sensation pure d'émerveillement. Et je pense que le film est rempli de ces moments-là, mais il est aussi tellement surchargé de sens et de symbolisme que c'est surtout ça que j'ai ressenti, c'est cette lourdeur qui entoure les moments de magie. Moments de magie que j'ai plus ressenti dans le segment où il est question réellement de magie, justement. Et je pense que tu dis beaucoup que l'image suffit, mais moi je trouve que le film il est extrêmement bavard, soit par les intertitres, soit par les dialogues qui en plus sont assez confusants en fait. Donc je crois que j'aurais préféré un film peut-être carrément complètement muet, uniquement composé d'images, et là j'aurais pu accéder à la magie, ce que toi t'appelles peut-être la poésie, parce que j'aurais pu en fait complètement laisser mon émerveillement prendre le pas sur ma volonté de comprendre. Donc c'est pas tant que je cherche absolument à ce qu'il y ait un fond, à ce qu'il y ait un message, c'est plutôt que là j'avais l'impression que le cinéaste nous assommait de messages incompréhensibles, tout en nous disant non mais ne cherchez pas à comprendre, c'est de la poésie. Et ça j'aime pas du tout en fait. Si vraiment on veut faire de la poésie, alors il faut se calmer, se taire et regarder. Et c'est ça ce que fait Tarkovsky pour moi, contrairement à Bigan, c'est qu'il fait des films silencieux, contemplatifs, et pas des films verbeux. Et c'est ce qui m'a, je pense, fait ressortir du film à plusieurs instants. Pour le coup, c'est que j'ai trouvé ça extrêmement verbeux en fait. Pour un film poétique, j'ai trouvé qu'il y avait trop de texte en fait. Comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment envie de passer du temps à interpréter le film parce que j'ai l'impression d'être un peu une forme d'arnaqueur en faisant ça, parce que j'ai pas plus compris le film que n'importe qui l'aurait vu. Je peux juste parler des sentiments, des émotions que ça m'a provoqué. Donc je pense qu'il est temps de conclure. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que j'ai pas plus compris que toi ce qu'essaye de nous raconter le film. Et quelque part, je te rejoins sur le côté arnaqueur. Mais peut-être que ça marche sur moi parce que ce côté surplombant du réal, ça vient flatter mon ego de cinéphile. Et quelque part, je suis peut-être un gros Yankee cinéphile. D'une manière générale, moi, ce côté cryptique, ça a souvent tendance à titiller ma curiosité. Je le vois comme une sorte de jeu de piste et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien aller décoder les symboles et jouer avec ce métalangage. C'est quelque chose que je fais un peu avec tous les films. Chaque fois que je regarde un film, je me pose un petit peu ce genre de questions. Donc, quand on me propose un objet qui clairement me dit on va jouer à ça, généralement, je suis client. Même si c'est de l'esbrouf, c'est vrai que c'est un geste qui est questionnable. Et je pense que là, toute notre discussion, elle dit bien plus sur notre manière dont on regarde les films que sur le film en lui-même. Et pour revenir à Résurrection, moi je reste quand même fasciné par la forme du film dans lequel j'ai vraiment envie de me replonger. Peut-être pour continuer à le décrypter, à l'analyser, je sais pas. Mais pour moi, c'est un des films les plus impressionnants de l'année en termes de mise en scène. Et rien que pour ça, ça me suffit. Même si c'est une arnaque, c'en est une belle.